Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir donc, à l'Université ouverte en partenariat avec le Conservatoire de Versailles Grand Parc. Et je suis accompagnée de François Polide qui est donc aujourd'hui présent avec nous pour vous présenter ce concert. Il se présentera juste après. Donc, ravi de vous accueillir pour ce premier concert de cette saison 2025-2026 pour des midis en musique. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté aux saisons précédentes. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle ? Ah oui, quand même, c'est bien. Bienvenue. Et puis ravi de retrouver des têtes un peu plus connues des éditions précédentes. Donc, comme l'année dernière, nous vous proposons cette saison 4 rendez-vous, dont le premier aujourd'hui. Et j'en profite pour vous rappeler les dates des prochains concerts. Nous vous donnons rendez-vous à nouveau le 4 décembre à midi pour cette fois-ci un concert qui sera plus axé autour de la musique contemporaine avec l'Espace 21. Et puis ensuite, nous vous donnerons rendez-vous en 2026, le 19 février, pour des solos. Et également le 19 mars pour un concert consacré au chant lyrique. Voilà. Mais nous commençons donc aujourd'hui avec la musique de chambre. Merci beaucoup donc François Polide d'être là avec nous aujourd'hui, et puis merci aux étudiants qui sont juste là, qui participent, qui vont vous jouer ces morceaux aujourd'hui. Musique de chambre, donc nous avons intitulé le concert Originaux et arrangements. Mais je vais laisser sans plus tarder Monsieur Poli vous expliquer un petit peu plus en détail le déroulé de ce concert. Merci encore et puis très bon concert à tous. Merci. Je vais garder celui-là. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis François Poli, professeur au CRR de Versailles. Merci Julie de nous accueillir. J'ai l'habitude de venir ici, ça fait déjà plusieurs années, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un peu l'habitude de construire plus ou moins artificiellement un thème de la journée, un thème un peu pour donner une sorte de fil rouge, une sorte d'idée conductrice. Et quand le programme s'est constitué avec mes étudiants, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement quelque chose qui réunit les deux groupes. C'est le fait que les deux groupes, en fait, sont des groupes un peu inhabituels, des formations peu communes, pour lesquelles, s'il y a une nécessité, c'est de ne pas se contenter de jouer des œuvres originales qui ont été composées pour ce groupe-là, mais aussi de faire donc des arrangements. Et ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, à part quelques petites pistes d'écoute, c'est plutôt à quel degré la musique va être transformée, adaptée, ou bien si elle est une œuvre carrément originale. Alors la première chose aussi, vous avez vu sur la scène, la harpe elle est déjà présente et le violoncelle est présent. Donc en fait on va faire le programme un peu à l'envers. Ouais, faut tourner la page à l'envers, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous dire et comme ça on ne sera pas perdu. Donc on va commencer par le groupe donc avec le violoncelle et la harpe. Et donc c'est bien Ninon, Julienne et puis Garance Bister qui vont jouer. Et le premier morceau, eh bien ça sera un morceau qui s'appelle L'Alouette. Et donc c'est un morceau du compositeur russe Mikhail Glinka. Alors lui, il est connu beaucoup plus pour peut-être, qu'est-ce que j'ai envie de dire, l'appartenance au groupe des 5. Donc c'est un groupe de musiciens russes qui souhaitaient se réunir pour propager la spécificité de la musique russe. Et il y a une œuvre aussi de lui qui est quand même
peut-être relativement plus connu, c'est l'opéra qui s'appelle Ruslan et Ludmila. C'est ce qui vient dans ma tête. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, mais voilà. Alors, il avait lui, il n'était pas toujours en Russie. Il a fait un voyage notamment à Rome. On sait qu'il est allé un peu. Alors, je ne sais pas s'il était pensionnaire, mais donc il a visité des gens de la Villa Medici à Rome. Et puis après, il est revenu en Italie. Et on pense que peut-être il a respiré le parfum du chant italien que je trouve perceptible dans sa musique. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter ? Eh bien, on va écouter donc un extrait du cycle de chansons qui s'appelle Adieu à Saint-Pétersbourg. Et dans ce cycle, eh bien, en fait, c'est des chansons qui sont à l'origine pour chant et piano. Et donc, qu'est-ce qui se passe là ? L'arrangement, en fait, il est tout simple. C'est-à-dire que la harpiste va jouer la partie du piano, mais telle qu'elle est écrite dans la partition, je pense sans aucune modification. Et Ninon, qui joue le violoncelle, elle va jouer la mélodie, mais évidemment, on ne va pas entendre les paroles. Ça, et je me souviens que quand on avait au début du travail avec L2, on a passé un long moment, en fait, on n'a pas joué, on a juste dit le texte, on a essayé de s'approprier les paroles, on s'est même amusé, je me souviens bien, à dire les paroles en russe, plus ou moins. Oui, on essayait un peu, même phonétiquement, pour essayer de comprendre la rythmique des paroles. Et voilà. Donc, je crois que je vais arrêter de parler, puis on va les écouter toutes les deux. Oui, oui. Puis après, je présenterai les autres œuvres. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. J'ai oublié d'expliquer, mais, vous l'avez remarqué, le passage instrumental au tout début, en fait, utilise les sons suraigus de la harpe pour un peu nous faire imaginer l'oiseau qui chante perché tout là-haut, en train de surveiller qu'est-ce qui se passe plus bas. Donc le second morceau, c'est un morceau de Franz Schubert qui s'intitule Ständchen, ce qui veut dire en allemand la sérénade. Et puis c'est un lied, une chanson donc, qui est extraite de ce qu'on appelle le chant du cygne, Schwanengesang. Et ce cycle, en fait, il a été réalisé après son décès. Lui avait peut-être pas forcément le désir de réunir toutes ces chansons ensemble. Ça, on ne le saura jamais. En fait, il est mort avant que les idées se concrétisent. Et on sait très bien qu'il est décédé très très jeune, à l'âge de 31 ans. La date de composition du cycle, c'est celle de sa toute dernière année, donc de 1828. Et mes étudiantes m'ont dit ce matin que vraisemblablement la publication, qui a été réalisée donc après sa mort de manière posthume, aurait été faite en 1829, donc un an après le décès. Alors, j'imagine que les non-spécialistes de Franz Schubert vont, à l'écoute du morceau, se dire « Ah ben, je connais, c'est presque un tube, c'est vraiment un des morceaux classiques qui sont vraiment très, 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 très connus. » Et alors, comme le morceau de l'Alouette de Michael Glinka, c'est aussi un morceau chanté, évidemment. Alors, ici, encore une fois, l'adaptation, la transcription, il y a plein de mots pour dire tout ce genre d'opération, elle est extrêmement simple, c'est-à-dire que la harpiste se rend compte qu'en fait, jouer la partie de piano telle qu'elle est écrite sur la partition, c'est possible. Je crois même que tu n'as absolument rien changé, n'est-ce pas, Garance ? Non, voilà, c'est bien ce qu'on avait constaté. En fait, elle est capable de jouer la partition exactement comme dans la partie, comme c'est noté. Et puis, la partie de chant, c'est pareil. En fait, on est capable sur l'instrument juste de jouer les notes qui sont écrites dans la partition. Ce qui manque, encore une fois, c'est le contenu poétique, les paroles. Et là, on s'est, au moment du travail, on s'est un peu amusé à imaginer une scène où comment on va dire, l'amoureux est devant la maison de sa bien-aimée, et puis il a réuni un petit groupe de musiciens avec des amis et avec même quelques renforts de flûte ou d'instruments qu'on entendra dans le haut de la harpe, qui vont prendre un peu comment dire, le refrain une fois que la mélodie est terminée. Et puis on entendra même aussi quelques fois où le chanteur va se retrouver à l'unisson et ensemble avec d'autres, comme si en fait il avait réuni un groupe d'amis pour renforcer sa voix et faire que le message d'amour soit encore un peu plus intense. Voilà, ça c'était un peu pour s'amuser qu'on a imaginé cette mise en scène. Mais bon, disons, on n'a pas eu à faire, besoin de faire un effort d'imagination énorme, parce que le morceau s'appelle Sérénade en lui-même. Il n'y a rien de terriblement compliqué à tout ça. Alors je voudrais prendre quand même quelques minutes pour vous expliquer un peu mon expérience personnelle en ce moment. En fait, je fais partie d'un petit groupe de musiciens et on joue en ce moment en Autriche à l'intérieur d'un spectacle qui est consacré à un épisode de la vie de Franz Schubert qui est antérieur à cette époque-là. Et le spectacle est en fait un spectacle où il y a un montreur de marionnettes qui va jouer qui va jouer Franz Schubert.
Et on raconte un peu un épisode de sa vie assez compliqué, assez douloureux, mais bon, le pauvre, de toute façon, il n'a jamais vraiment vécu dans une facilité ni dans une aisance financière. C'est toujours un peu compliqué pour lui. Et à l'occasion de ce spectacle, j'ai pris conscience de manière encore plus peut-être précise et profonde à quel point l'admiration, la vénération de Franz Schubert pour le compositeur contemporain, Ludwig van Beethoven, l'a conduit, après des périodes de réflexion et d'intense remise en question, à trouver dans les dernières années de sa vie un mode de langage, un mode d'expression très personnel et très intense, je trouve. Et on en trouve, j'imagine, une trace dans cette chanson. Au-delà du fait que c'est un tube, vous remarquerez en plein milieu de la chanson, dans un moment dramatique, que la musique devient beaucoup plus tourmentée et beaucoup plus, comment on veut dire, moins entre guillemets décorative. Et je pense que c'est comment dire, après des périodes de profonde réflexion et presque de blocage artistique, où il a réussi à dépasser tout ça et à trouver son propre langage. Et donc on voit dans les dernières années, surtout dans l'année 1828, une espèce d'explosion de production musicale qui retrace ça, cette espèce c'est comme s'il s'assumait au dernier moment et que son langage devenait complètement personnel et, je trouve, relativement intense. Voilà, j'ai assez parlé. Je trouve que c'est le moment maintenant d'écouter donc cette sérénade de Franz Schubert dans la version donc pour violoncelle et harpe. Merci beaucoup.
voilà, l'histoire, la chanson ne dit pas si la bien-aimée s'est laissée séduire. Ça, on ne saura jamais. Et pour terminer ce petit cycle de 3 pièces, donc Ninon et Garance vont jouer encore une œuvre viennoise. Alors cette fois-ci, c'est un peu extraordinaire. Et là, vous verrez que le travail d'adaptation est un petit peu plus conséquent. Donc il s'agit d'une romance opus 243. J'ai mis même un point d'interrogation parce que la date de composition, elle nous est encore inconnue. On n'a pas réussi à trouver en quelle année ça avait été composé. En revanche, le compositeur, il est bien connu. Il s'agit de Johann Strauss Junior, c'est-à-dire le fils. Et vous savez que à Vienne, il y avait une dynastie de Strauss qui étaient des musiciens très 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 célèbres, mais vous allez me dire, ni pour l'art, ni violoncelle, et vous avez parfaitement raison. Ils étaient connus, pourquoi ? Pour la valse, pour toutes les danses qu'on joue, notamment dans le concert du Nouvel An, le 1er janvier. Et c'est bien le cas. Johann Strauss Junior donc, est connu pour toutes ces célèbres valses, notamment le fameux Danube bleu, qui est, je crois, de lui. En fait, occasionnellement, il a composé de la musique orchestrale, de la musique qui n'est pas de la danse. Et c'est le cas de cette pièce-là, qui est à l'origine une pièce conçue pour orchestre, avec un solo pour violoncelle et quelques petits passages d'arpège dans la harpe. C'est déjà prévu comme ça dans la version originale. Alors qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui ? Comme il n'y a pas d'orchestre, on va laisser Ninon jouer la partie de violoncelle telle qu'elle était prévue par le compositeur. Et la harpe va en fait faire l'exploit toute seule de nous donner l'impression d'un orchestre complet. Et donc c'est ce qu'on appelle la réduction, c'est-à-dire qu'une personne toute seule, soit au piano, soit sur une harpe comme ça, un instrument polyphonique, prend la responsabilité d'assumer, de résumer, de donner suffisamment d'informations pour qu'on arrive à se donner une idée musicale forcément réduite, mais quand même avec un assez bon souvenir de la version originale. Alors vous remarquerez aussi dans cette musique, les solos de harpe, ils sont évidents. On verra tout à coup, il y a une participation assez virtuose. Et seul, c'est des véritables solos de harpe. Puis tout à coup, on va plutôt entendre des passages chantés qui sont assumés par le violoncelle. Et encore une fois, nous, quand on a étudié ce morceau, on s'est dit, ça c'est évidemment, c'est pas de la danse, c'est pas de la valse, mais c'est une scène d'opéra. C'est évident. Et vous verrez que les différents épisodes de cette musique suggèrent des atmosphères propices à l'imagination de plusieurs scènes différentes avec des personnages différents qui vivent des épisodes de leurs aventures, si on peut dire. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Je voudrais dire encore quelques petits mots. Elles vont fermer leurs oreilles. C'est que ce duo, moi, ça fait plusieurs années que j'ai le plaisir de les rencontrer. Et je pense que vous avez senti aussi ces deux jeunes filles qui ont une simplicité et puis une manière de s'entendre toutes les deux qui est assez remarquable. C'est presque comme si elles arrivaient à respirer ensemble, quoi. Et ça me fait très plaisir de les voir toujours. Et alors là, elles vous jouent pas tout leur répertoire, mais elles se sont fait une espèce de spécialité de venir me présenter donc des œuvres
souvent pas original, et à chaque fois on prend le temps justement de se dire tiens, ah bah oui, ça c'est la version originale, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, et donc c'est l'occasion de rencontres agréables avec elle. Voilà, j'arrête et puis je vous laisse écouter avec plaisir cette romance opus 243, donc de Johann Sohn, je l'écris en allemand, le fils, donc Johann Sohn Strauss. Merci beaucoup.
détacher un tout petit peu la harpe, la mettre de côté, pousser les pupitres et les chaises pour laisser la place au second groupe, qui sera vraiment un groupe très différent, puisque donc il s'agit d'un groupe avec 3 instruments de cuivre, c'est les cuivres graves. Donc il y aura pas de trompette. Il s'agit donc de Anderson qui joue le tuba, Michael qui joue le trombone et Clément qui joue le cor. Et eux aussi, ils font partie de ces groupes qui sont formidables, c'est-à-dire que leur réunion, le temps qu'ils passent ensemble est le résultat d'une complicité, puis d'un plaisir de se retrouver qui sont assez perceptibles quand on les entend. Et donc, de la même manière que la combinaison violoncelle-harpe, cette combinaison-là, je ne peux pas dire qu'elle est exceptionnelle, parce qu'eux, ils me disent qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent, mais en fait, les combinaisons de cuivre sont plus, on va dire, fréquemment la combinaison avec 2 trompettes et puis les 3 qui sont là, c'est-à-dire le trombone, le cor et le tuba. Donc là, c'est comme si on avait un peu la base grave d'un groupe de cuivre avec des trompettes. Voilà, donc ils vont jouer pas du tout dans l'ordre qui était écrit, mais je vais vous dire évidemment comment ça va se passer. Ils vont commencer par l'aria de la suite BW 1068 de Johann Sebastian Bach. Et encore une fois, ce morceau, il est très célèbre. Vous allez le reconnaître sans erreur. Donc de quoi il s'agit ? Il faut expliquer que Johann Sebastian Bach a les périodes assez heureuses de sa vie, qui étaient au moment où il était au service d'un prince à Köthen. Et on lui a demandé d'écrire beaucoup d'œuvres instrumentales. Et on sait aussi qu'à la cour, à ce moment-là, il y avait pas mal de musiciens français, notamment un flûtiste qui s'appelait Guy Chardin et d'autres qui étaient donc des musiciens français employés par le prince. Et donc, il jouait fréquemment des suites de danse française. Et on a retrouvé parmi les partitions de Johann Sebastian Bach plusieurs suites pour orchestre. Malheureusement, à cause des événements de la Seconde Guerre mondiale, toute la bibliothèque du château de Köthen a disparu entièrement. Et on imagine qu'il y a des partitions de Bach qui ont disparu pour l'éternité, on ne les retrouvera plus jamais, dont peut-être beaucoup de musique instrumentale. Et l'aria qu'on va écouter, qui est vraiment une pièce, alors là, pas du tout dans le style de danse, mais plutôt une pièce, voire même assez méditative, je trouve, et qui imite en fait les solos de Arcangelo Corelli, un personnage aussi très fameux, un violoniste italien, qui avait l'habitude de faire beaucoup d'ornements quand il jouait ses adagios sur le violon. Et là, on en trouve une trace dans l'ornementation de la voix supérieure. Le reste de l'ouverture, il y a une vraie ouverture à la française, donc avec le début un peu pompeux, une petite fugue et quelques danses. Alors là, ils vont pas les jouer aujourd'hui, et peut-être ça serait même un peu compliqué d'essayer de jouer tout ça avec simplement 3 instruments. Mais en revanche, l'arrangement de l'aria nous a causé un petit peu de soucis, et j'espère que là, la version qu'ils vont jouer est quand même assez satisfaisante. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que la partition, elle est écrite à l'origine à 4 voix. C'est-à-dire qu'il y a le solo du premier violon qui est joué aujourd'hui par le cor, la basse qui est jouée par le tuba. Alors ça, vous allez le reconnaître, on n'y touche pas.
mais il a fallu que Michael il se transforme en double musicien et qu'il prenne de temps en temps les notes du second violon ou les notes de l'alto. Et on a discuté ensemble, ah bah oui, mais là peut-être ça serait mieux de prendre telle ou telle note. Donc en fait, ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est donc déjà une adaptation pour les instruments de cuivre, mais aussi une espèce de petite pirouette. Et là, je dévoile les secrets, c'est-à-dire que on n'aura pas la texture totale prévue par Johann Sebastian Bach, mais une sorte de simplification ou on a été pioché par-ci par-là les notes qui nous semblaient peut-être plus importantes à garder. Voilà, c'est ça le travail de cuisine adapté à cette musique. Bon, après, vous allez me dire, l'important c'est qu'il y ait la mélodie et puis la basse, c'est peut-être ça les choses les plus importantes. Voilà, donc je vous laisse écouter cette aria de la suite en ré de Johann Sebastian Bach. Oui, la deux compositions, j'ai marqué circa 1720. Ça, c'est parce que c'était dans la période de Köthen, voilà, avant qu'il aille à Leipzig. Merci.
conscience que les instruments de cuivre sont aussi capables d'extrême douceur et de cette espèce de charme qu'on trouve normalement dans les violons quand ils font des mélodies. Alors la pièce suivante, c'est peut-être la seule du programme qui est une pièce originale. Donc il s'agit d'un morceau qui s'appelle, je vais le dire en français, Triangle, mais on devrait le prononcer à l'anglaise, Triangles peut-être, pardon pour mon accent qui n'est pas fantastique en anglais. Moi je manipule beaucoup plus l'allemand quand je pratique les langues étrangères. Alors, cette pièce, donc, elle a été écrite par un musicien qui s'appelle John Stevens, qui est encore vivant d'ailleurs. Il s'agit d'un tubiste. Et ce que je vais dire, c'est pas moi qui le savais, c'est mes étudiants qui me l'ont appris, parce que c'est eux qui sont spécialistes de ces instruments. Moi, je suis juste, peut-être comme vous savez, un violoncelliste, et donc tout ce qui concerne la vie des instruments de cuivre, je ne connais pas trop. Et donc, qui est Monsieur John Stevens? C'est donc un tubiste américain qui est encore très célèbre. Pourquoi? Parce qu'il s'est permis d'écrire de multiples pièces pour des combinaisons d'instruments de cuivre, en essayant de développer au plus possible la virtuosité et puis la spécificité de ces instruments-là, en les mettant vraiment en valeur, alors que quand ils sont dans l'orchestre, si on peut dire, ils sont un peu cachés par les violons. Alors de temps en temps, on les entend, ça c'est sûr, mais ils ne jouent pas vraiment leur solo tout seul comme ça. Et vous verrez par exemple la partition de tuba, elle est quand même assez volubile. Il faut jouer quand même assez rapidement, peut-être plus que ce qu'on aurait imaginé par rapport à la réputation qu'on aurait de cet instrument qui se bornerait à ne jouer que quelques notes d'accompagnement. Voilà. Alors j'ai noté aussi dans ma tête, et on en a rediscuté ce matin, le nom d'un autre tubiste qui s'appelle, alors mais je suis obligé de consulter mon petit papier, Arnold Jacobs. Et il semblerait que ce monsieur-là aurait été un peu l'initiateur d'une école de tuba spécifique, c'est-à-dire qu'il a lui aussi il a agi, et je crois que Anderson, tu vas me dire si je dis une bêtise, mais il a fait faire des instruments spécifiques en demandant de transformer la lutherie de l'instrument, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc il a eu des idées pour faire évoluer la conception et la forme des instruments, et donc lui aussi a fait, si on peut dire progresser, en tout cas a fait que l'instrument est devenu presque un instrument soliste, alors qu'au début il était consacré dans les bandes militaires ou dans les orchestres, juste à jouer quelques notes d'accompagnement dans les morceaux musicaux. Alors je donne juste quelques pistes aussi d'écoute pour le morceau qu'on va écouter, et vous allez voir que quand on écoute, forcément on entend. Moi, je trouve que la référence qui me vient à l'esprit, c'est plutôt la musique de Bernstein dans West Side Story. C'est peut-être ce qui ressort le plus de cette musique-là. Donc, un esprit rythmique et des passages aussi assez effusifs. Une musique directe et vraiment très généreuse. Voilà, on va écouter donc les triangles de Monsieur John Stevens.
Et voilà, très bien. Voilà, donc on vient d'écouter cette pièce originale donc, du compositeur américain John Stevens. Et on va terminer par aussi quelque chose que vous connaissez sans doute quasiment par cœur. Il s'agit de la chanson qui s'appelle Bésame Mucho, de la compositrice, alors ça moi je l'ai appris aussi, je ne savais pas du tout, mexicaine qui s'appelle Consuelo Velázquez. Et qui est cette femme? Eh bien c'était une pianiste et compositrice. Et elle a donc eu une éducation complète au piano. Elle a joué de nombreuses pièces et au moment où elle étudiait son piano, elle a joué notamment de la musique de Debussy, puis de plein d'autres compositeurs, et notamment de la musique de Enrique Granados, le compositeur espagnol. Et il y a des musiques qui ont été composées donc de Granados, qui font référence au tableau, j'espère que je ne me trompe pas, de Goya, je crois. On va vérifier. Bon, bref, des tableaux de la vie espagnole. Et il y a encore une musique de sérénade où on fait référence aussi au rossignol, el ruiseñor, si je ne me trompe pas. C'est bien ça le nom du rossignol, n'est-ce pas en espagnol, le ruiseñor. C'est ça, hein, oui. Et elle a été très inspirée par cette mélodie de Enrique Granados. Et à son tour, elle a écrit une chanson. Et puis, cette chanson est devenue presque un hymne ou une forme d'expression qui est unanimement jouée dans tout le monde de l'Amérique latine. Et la version qu'on va entendre aujourd'hui, donc c'est pas la version chantée du tout, c'est une version qui a été composée par un ami du groupe en question, qui a réalisé donc une lecture personnelle, un arrangement. Et alors là, il s'agit non plus pas du tout de jouer la version telle qu'elle était perçue à l'original, mais une version relue, revue, personnelle, complètement particulière. Voilà, je m'éternise pas plus, je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et je préfère que vous écoutiez directement cette mélodie que vous connaissez déjà, je pense, par cœur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Quelques mots de conclusion pour vous remercier de votre présence. Et puis peut-être, Julie, tu veux rajouter quelque chose? Je ne sais pas. Non, elle dit que ça suffit. On a déjà bien assez parlé. Donc elle vous a dit déjà rendez-vous pour plusieurs fois. Les dates, je ne les ai pas en tête, mais vous les connaissez peut-être déjà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.